Vous le savez, aujourd'hui plus que jamais, la sécurité de nos informations est cruciale dans les petites ou moyennes entreprises, les startup tech ou les boutiques en ligne. Alors imaginez un expert cyber disponible à la demande, capable d'adapter ses solutions à la taille et aux besoins de votre entreprise. C'est ce que propose Orange Cyberdéfense, leader en cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale. Que ce soit pour un diagnostic afin d'évaluer vos vulnérabilités, une formation personnalisée pour vos équipes ou pour tester vos défenses de manière proactive en simulant une attaque, Orange Cyberdéfense est présent pour les petites entreprises. Pour vous permettre d'en savoir plus, un webinar aura lieu le 28 mai prochain, une occasion idéale de poser vos questions directement aux experts. Il y a très peu de place, mais Monde Numérique vous offre l'opportunité de suivre cet événement exclusif. Il suffit de vous inscrire dès à présent sur le site orangecyberdéfense.com, rubrique événements avec le code Monde Numérique. Notez la date sur vos tablettes, 28 mai 2024, et inscrivez-vous dès à présent. C'est le rendez-vous à ne pas manquer pour prendre les devants contre les cybermenaces. Hello and welcome to Viva Tech 2024 edition of Viva Tech. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% tech chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Et bienvenue dans cet épisode spécial Viva Tech 2024, le salon européen de l'innovation technologique à Paris. L'essentiel de cet épisode y est consacré. On va parler IA, robotique, mobilité. Vous découvrirez l'avion électrique du futur du groupe Airbus, un cabinet médical mobile hyper connecté signé Software République, des robots pour l'industrie et la restauration avec Aldébaran. Et enfin, on s'intéressera à une initiative originale du CNRS et de Make.org pour mettre l'intelligence artificielle au service de la démocratie. On reviendra aussi sur l'intervention d'Elon Musk et puis on prendra un peu de recul sur Vivatech avec mon camarade Bruno Guglielminetti venu spécialement de Montréal pour y assister. Avant cela, comme chaque semaine, un coup d'œil sur l'actu avec Microsoft qui va lancer des PC portables et une tablette spécialement taillée pour son intelligence artificielle Copilot et le Pass Navigo qui arrive enfin dans l'iPhone pour prendre le métro à Paris. Enfin, comme chaque mois, Écho du futur, le podcast partenaire de Monde Numérique, présenté par le prospectiviste Olivier Parent, s'intéresse cette semaine à un film de science-fiction dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est le film Her. Bref, un programme chargé, merci d'être à l'écoute. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo, le 25 mai 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Ouf, j'ai réussi à tout caser dans le sommaire, car vraiment cette émission est chargée, c'est normal. On n'a pas un grand salon de la tech toutes les semaines en France, et donc Vivatech comme chaque année. C'était cette semaine, ça continue en fait jusqu'au samedi 25 mai au soir, avec d'ailleurs la dernière journée consacrée et ouverte au grand public. Je suis donc ravi à cette occasion de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'hebdo. Chaque samedi, 50 minutes de news et d'interviews, c'est le podcast Monde Numérique. Les autres jours de la semaine, des interviews long format, des éditos, des bonus disponibles sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et même sur les assistants vocaux. Et puis, Monde Numérique, c'est aussi une newsletter. Vous pouvez vous y abonner en allant sur le site mondenumérique.info où vous retrouverez d'ailleurs également des articles et des transcriptions d'interviews. Enfin, tiens, un dernier mot. N'oubliez pas de répondre au sondage que je vous propose cette semaine. Très important pour améliorer en permanence cette émission et les contenus de Monde Numérique. Donc, il suffit de cliquer sur le petit lien sondage dans la description de cet épisode ou bien d'aller sur le site mondenumérique.info. Voilà donc spécial Vivatech 2024. C'est donc cette semaine dans l'hebdo évidemment, mais également dans le Grand Débrief, l'émission que je vous propose avec mes camarades François Sorel et Bruno Guglielminetti. Le Grand Débrief du mois de mai à écouter juste après et en complément de cet épisode de l'hebdo. Allez, avant ça, comme d'habitude, on ne déroge pas à la règle, on jette un rapide coup d'œil sur l'actu de la semaine. L'actu de la semaine. L'actu avec Nicolas, le journaliste virtuel de Monde Numérique. Autrement dit, les actus qui vont suivre sont dites par une voix clonée, mais rédigées, rassurez-vous, sous contrôle 100% humain.
Et on commence avec l'annonce de la semaine qui est signée Microsoft. Le géant américain a dévoilé en début de semaine, à l'occasion de sa conférence Build, une nouvelle étape dans sa stratégie de déploiement de son intelligence artificielle Copilot. Vous savez que Copilot, c'est le composant que Microsoft a développé à partir de ChatGPT, dont il est largement actionnaire, pour infuser en fait tous les produits de la marque, donc Office, Word, Excel, PowerPoint, ils mettent du Copilot partout. Et ça va même au-delà avec bientôt des PC portables spécialement orientés et taillés pour l'intelligence artificielle. Microsoft a annoncé lundi 20 mai cette nouvelle gamme d'ordinateurs portables baptisée Copilot Plus. Ces produits, fabriqués par Dell, Acer, Asus, Samsung, Lenovo et HP, seront conçus pour maximiser les capacités de l'intelligence artificielle, tout en offrant 24 heures d'autonomie. Pour cela, Microsoft brise même une sorte de tabou en annonçant que ces machines ne fonctionneront pas avec des microprocesseurs Intel, comme d'habitude, mais avec des processeurs ARM fabriqué par le géant Qualcomm. C'est le même type de processeur que sur la plupart des smartphones du marché. Des puces particulièrement véloces, tout en consommant peu d'énergie et qui seront censées répondre aux besoins de l'intelligence artificielle. Microsoft a aussi dévoilé une nouvelle version de sa tablette Surface Pro 11 qui fonctionnera également avec un processeur ARM. ARM, qui est donc une architecture de processeurs développée par une entreprise britannique. Voilà, des machines qui pourront vraiment séduire les utilisateurs, notamment peut-être un coup dur pour Apple, qui a toujours rien sorti en matière d'intelligence artificielle, et en tout cas un vrai tournant dans la stratégie de Microsoft, cette idée de changer de famille de microprocesseurs. Mais ça ne doit pas faire plaisir à Intel, le partenaire de toujours, cette histoire-là. Bon, tiens, on en reparle d'ailleurs dans le grand débrief avec François Sorel et Bruno Guglielminetti. Mais avant cela, encore une info concernant Microsoft qui a dévoilé aussi, dans le cadre de ses annonces, une fonction vraiment spécifique de Windows 11 une fonction qui fait déjà couler pas mal d'encre, baptisée Recall. Recall sera une sorte de mouchard qui enregistrera tout ce que l'on fait sur son PC pour pouvoir le retrouver facilement si on en a besoin. Par exemple, un site web que l'on a consulté, un document qu'on a créé mais en oubliant de le sauvegarder ou encore un mot de passe. Tout sera conservé et on pourra remonter dans le temps via une frise chronologique si on en a besoin. Pour cela, Recall réalisera une capture d'écran toutes les 5 secondes sans qu'on s'en rende compte. Microsoft se veut rassurant à propos de cette espèce de Big Brother en assurant que les données resteront sauvegardées dans l'ordinateur en local et ne seront en aucun cas envoyées dans le cloud. Cependant, des critiques sont déjà apparues concernant la sécurité au cas où un pirate parviendrait à accéder aux données. Heureusement, pour ceux qui ne voudraient pas l'utiliser, il sera toujours possible de désactiver la fonction Recall. Voilà, des nouveautés à découvrir à partir du 18 juin. C'est à ce moment-là que sortiront les nouveaux ordinateurs Copilot+. L'actu tech cette semaine, c'est aussi une petite news bien franchouillarde, voire même bien parisienne, mais qui intéressera beaucoup de gens, et notamment tous les technophiles qui résident en Île-de-France ou qui sont de passage, les touristes notamment. Il devient désormais possible, et enfin possible, d'utiliser son iPhone en guise de ticket de métro à Paris et dans toute la région. Voilà, le ticket dématérialisé, qui est déjà une réalité sur les smartphones Android depuis 2022, arrive seulement maintenant sur iPhone. En fait, le verrou de l'iPhone vient enfin d'être levé. Après de longues années d'attente, le Pass Navigo, c'est-à-dire le titre de transport pour les transports en commun d'Île-de-France, est disponible sur iPhone depuis le 21 mai 2024. Les possesseurs d'iPhone peuvent ajouter leur carte Navigo dans l'application Wallet de l'iPhone ou bien l'utiliser via l'application Île-de-France Mobilité. Ensuite, il leur suffit de présenter leur smartphone ou même leur Apple Watch sur la borne pour monter dans un métro, un tramway ou un bus. Pour utiliser cette fonctionnalité, il faut au minimum un iPhone SE ou un iPhone 6S. Il faut mettre à jour l'appareil avec iOS version 14.5. La plupart des différents types de passes Navigo peuvent être dématérialisés, mais pas tous. Le Navigo annuel, le forfait Imagine Air destiné aux jeunes et la carte à paiement mensuel Liberté Plus ne sont pas encore compatibles. Il aura fallu 3 ans de négociations avec Apple pour avoir le droit d'utiliser ainsi la puce NFC de l'iPhone. C'est une première européenne, selon la présidente de la région Valérie Pécresse. Voilà, bon, on a au moins ça comme première régionale technologique, donc à tester.
tester dès que vous pourrez, si ça vous intéresse. La tech et la politique, comme chaque année quasiment en même temps que Vivatech, Emmanuel Macron a fait des annonces liées au numérique. C'était en milieu de semaine, c'était le 21 mai à l'Élysée. Juste avant de s'envoler pour la Nouvelle-Calédonie, le chef de l'État a présenté de nouvelles mesures en faveur de l'intelligence artificielle. 400 millions d'euros supplémentaires pour financer la formation de spécialistes de l'intelligence artificielle. C'est le chiffre que l'on retiendra de ces annonces. Emmanuel Macron veut faire passer de 40 000 à 100 000 le nombre de personnes formées chaque année à l'IA. Pour cela, il prévoit la création de 9 pôles d'excellence, des clusters de l'IA dans plusieurs régions de France. La France va aussi faciliter l'implantation de centres de données sur le territoire français. L'IA est une priorité stratégique pour notre pays, a dit Emmanuel Macron. Pour faciliter l'adoption de cette nouvelle technologie par les Français, le Conseil national du numérique sera chargé d'une mission d'acculturation des citoyens avec des débats sur l'intelligence artificielle à travers la France. Et à noter que Paris accueillera un sommet international sur l'intelligence artificielle en février 2025. Voilà pour l'actu de la semaine. Je vous emmène maintenant à la porte de Versailles à Paris à la découverte de l'édition 2024 du salon Vivatech. Pour la 8e année consécutive, s'est donc tenu cette semaine à Paris le salon Viva Technologie, alias Vivatech, le rendez-vous de la tech à la française, qui accueille des grandes entreprises, alors pas forcément spécialisées dans les technologies d'ailleurs, et aussi d'innombrables startups. Chacun est là pour montrer ses innovations technologiques dans de nombreux domaines. Alors, des conférences de personnalités aussi, Elon Musk en visioconférence, on va en parler dans un instant, Linda Yaccarino également, la patronne de la plateforme X, le cofondateur d'Anthropic aussi, le PDG de la plateforme chinoise Baidu, Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, etc. Voilà, quelques têtes d'affiche. Il y avait aussi les scientifiques Yann Lequin, Yoshua Bengio et tout. En revanche, pas de Sam Altman, par exemple, le patron d'OpenAI, qui n'a pas pu venir non plus. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec les interviews que j'ai réalisées pour vous, eh bien, on ne déroge pas à la règle. Tout de suite, on va retrouver mon camarade Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet de Montréal. Le débrief transatlantique. Et un débrief transatlantique un peu particulier parce que, et d'une, nous sommes à Vivatech et surtout de deux, nous sommes face à face en vrai pour une fois. Salut Bruno Guglielminetti. Salut Jérôme Colombin. Pas de toc-toc-toc cette semaine. Pas de toc-toc-toc. C'est génial que tu sois venu de Montréal pour le salon Vivatech. Ben merci pour l'invitation, faut le dire. C'est toi qui m'as invité. Alors évidemment, j'ai cru bon me présenter. T'es suggéré. Oui, non, c'est vrai. Ouais. Tu m'as pas forcé, contrairement à la rumeur. Mais non, j'étais content finalement de mettre les pieds dans cet événement, d'autant plus que je le sens mature. Et ça, ben, c'est pas rien. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir ton regard... moi, j'aimerais bien avoir un peu ton regard extérieur, finalement, sur ce salon français qui existe depuis 8 ans. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben moi, je suis impressionné. En partant, pour être franc avec toi, je m'attendais à rien. Et je suis heureusement surpris parce que je me suis dit, bon, ça va être très, très, très français. Alors que non, contrairement à peut-être à mes appréhensions, c'est européen, mais c'est même international. Ouais. Beaucoup de pays de l'étranger qui n'ont rien à voir avec votre continent sont présents. Les grands joueurs américains sont présents d'une façon un peu originale parce que moi, je suis habitué de les voir au Canada, aux États-Unis avec Google, une approche très... Microsoft, oui, c'est ça. Mais de les voir, c'est des bulldozers qui arrivent, ils sont sur leur territoire, ils se font pas achaler. Tandis qu'ici, on les sent très polis. On a l'impression qu'ils marchent sur des œufs. Et ils veulent pas froisser personne. Mais je comprends avec tout ce qui contrôle, tout ce qui est encadrement de la tech, j'ai l'impression qu'on ne veut pas déranger personne. Ah ben ici, ça rigole pas. Hein? Non, mais c'est ça. À ça, on le sent. Il y a vraiment une autre relation. Puis aussi, je ne vais pas te cacher, moi, le plaisir que j'ai eu, c'est de rencontrer des délégations qui viennent d'Afrique, Afrique subsaharienne. Ouais. Je pense au Sénégal, à Côte d'Ivoire, mais aussi du Nord. Et là, je pense à la Tunisie, je pense à l'Algérie.
numérique qui sont présents. C'est vrai que c'est des pays qu'on ne trouve pas tellement sur les autres salons. Ben non, c'est ça. Et de les voir ici, de rencontrer des gros joueurs, mais aussi des jeunes pousses, je trouve ça rafraîchissant. Oui, absolument. Et depuis le début, en fait, depuis les premières éditions, il y avait une vraie volonté de s'ouvrir à tous les pays, mais notamment aux pays africains et nord-africains avec lesquels on a des liens particuliers depuis très longtemps, depuis toujours. Sur la dimension internationale, tu as raison, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est voulu et cultivé depuis le début, et je trouve que le côté positif, c'est qu'elle arrive à se maintenir, cette dimension internationale du Vivatech. Après, la critique qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces. Voilà, c'est pas là qu'on découvre des nouveaux produits, Amazon ou je ne sais quoi, ou Microsoft. Mais même des gens qui couvrent la tech comme toi et moi, j'ai l'impression que mis à part le fait qu'il n'y a pas de grande annonce, c'est l'occasion de rencontrer les gens. Oui. Et ça, c'est précieux. Absolument. Ça. C'est du networking, quoi. C'est du oui, réseautage. On est dans le relationnel, là, complètement. Et de voir des gros joueurs, puis particulièrement, écoute, ça, c'est un truc hyper sensible pour moi, de pouvoir rencontrer des gens de Meta qui te parlent en français, des gens de Microsoft qui te parlent en français. C'est vrai. On a ça au Canada, mais c'est toujours les mêmes. Mais là, de pouvoir, la Swiss Tech ou même de parler avec, je ne sais pas moi, quelqu'un de la Finlande qui est là et te parler en français, il faut le faire. Ouais. Et ça, j'avoue que ce volet de francophonie, de francophone, c'est de la valeur ajoutée et qu'on ne retrouve pas à Berlin, qu'on ne retrouve pas à Las Vegas. Oui, tout à fait. Alors, Vivatech, on en parle dans cet épisode de l'Hebdo, et puis on en parle aussi dans l'émission que j'invite les auditeurs à aller écouter très vite. C'est le grand débrief mensuel avec toi, Bruno, et François Sorel, donc un grand débrief spécial. C'est de la grosse pointure, hein? Cette édition-ci, là, moi, je suis très fier de ce que tu as réussi à venir nous chercher, là. Je vous remercie d'avoir répondu, et c'est effectivement, je pense que il y a de la matière, il y a de l'info, il y a de la mise en perspective, etc. Donc on vous invite vraiment à écouter cet épisode du Grand Débrief. Bruno, il y a Vivatech, puis il y a aussi toute l'actu là de ces dernières semaines, ça s'est encore accéléré. On en parle dans le Grand Débrief, donc je ne vais pas détailler ici, mais les annonces Google, les annonces Microsoft, les annonces OpenAI. Tiens, une petite chose sur laquelle je voudrais te faire réagir, c'est anecdotique, mais peut-être pas tant que ça, c'est l'affaire Scarlett Johansson. Ah oui. T'as suivi ça? Quelle histoire! Voilà, la nouvelle version de ChatGPT qui a une voix délicieuse, et Scarlett Johansson qui trouve qu'il y a une certaine familiarité avec sa voix. Voilà. Et d'ailleurs, c'est des proches à elle qui ont dit ça ressemble un peu à ta voix. Et carrément, elle a soupçonné OpenAI d'avoir cloné sa voix. Oui, parce que précédemment, elle s'est fait approcher par Sam Altman qui était intéressé à avoir sa voix. Pourquoi? Parce qu'on l'a connu, c'était la voix dans le film Her, et donc ça aurait été un beau stunt de la part de OpenAI de le faire. Et donc, à partir de ces données-là, elle a fait un certain esclandre en disant, écoute, ils ont pris ma voix. Ouais. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que depuis la sortie de cette histoire-là, on a su, ça a été prouvé, il y a eu des tests qui ont été faits et il y a des vérifications qui ont été faites. Et finalement, c'est la voix d'une autre actrice qui a été prise pour faire cette voix-là. Alors, évidemment, ça soulève des questions. Ça peut être une voix qui est très près. Moi, ma voix, ça serait difficile de l'imiter. Là, elle est inimitable. Exactement. Quoique, François Sorel arrive de temps en temps à faire des trucs intéressants. C'est vrai. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est intéressant de voir comment on entre dans un nouveau monde. Quand on rajoute la voix de synthèse à un outil aussi populaire que ChatGPT, et que là, qu'il y a des acteurs qui se sentent interpellés, on est ailleurs. Puis là, c'est arrivé aux États-Unis, mais bientôt, ça sera des acteurs français, des acteurs québécois qui seront... Ici, en France, il y a actuellement une pétition des comédiens des comédiens qui font du doublage de films. Des voix, oui. Des voix, voilà, qui font une pétition contre l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les séries et autres, parce qu'ils sont en PLS, quoi. Ils sont très, très inquiets. Et juste cette histoire de Scarlett Johansson, pour la raconter et boucler la boucle, en fait, ils ont retiré la voix qui ressemblait trop à celle de Scarlett, qui donc n'était pas sa voix. C'était pas sa voix, mais clairement, elle avait été choisie parce qu'elle ressemblait. On est d'accord là-dessus. Il ne faut pas être naïf. Voilà. D'ailleurs, si vous cherchez sur les réseaux sociaux, il y a encore des enregistrements de la voix. Elle s'appelle Sky. Sky, et vous entendrez, si vous faites vous allez voir après sur YouTube un extrait de Her. Vous allez voir, ça ressemble, c'est très près. C'est pour ça qu'elle a été choisie. Mais tout de même, c'était pas la voix de Scarlett Johansson. Mais moi, je trouve que c'est intéressant. Et j'en ai fait une petite pastille spéciale cette semaine sur Monde Numérique. Parce que derrière ça,
Il y a tout ce que tu dis, il y a des vraies interrogations pour des métiers, il y a la question de l'exploitation des images des artistes. Et il y avait une série Netflix super intéressante il y a quelques temps. Non, c'était Black Mirror. C'est la saison 6 de Black Mirror, dans laquelle c'est l'actrice Salma Hayek qui se fait voler son image. En fait, ça ne la fait pas voler. Elle a signé un contrat, elle n'avait pas lu les petites lignes et son image est exploitée pour créer de nouveaux épisodes avec ce qui semble être une Salma Hayek, mais en fait, c'est un deepfake, quoi. Mais c'est intéressant. Mais ça, ce sont tous des enjeux, qui ont été soulevés lors du conflit de travail. Il y a plus de 2 ans maintenant, des acteurs américains. Mais là, on voit, c'est des vrais cas de figure. Alors, on n'est plus dans le possible. Bruno, un dernier point sans trop s'étendre, parce qu'on en parle dans le grand débrief, mais l'IA, tu as l'impression qu'on a pris un nouveau tournant encore décisif ces dernières semaines. Ah oui, puis encore plus quand on regarde ce qui est présenté ici à Vivatech et l'inclusion dans différents services. Mais on en parlait la semaine dernière dans ton podcast. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est un nouveau chapitre, carrément. Ce n'est pas une page, c'est le chapitre à fermer, on en ouvre un autre. Parce qu'on est très près maintenant de l'expérience qu'on peut avoir avec un autre humain, de par la rapidité de réponse, mais aussi de par la qualité de la réponse et de la conversation. Quand on est rendu à avoir une intelligence artificielle, une voix de synthèse où on semble entendre une émotion, un sourire, je m'excuse, mais là, on commence à aller ailleurs. Là. On bascule dans une autre dimension, ouais, exactement. Bon, je te demande pas de quoi tu parles dans ton podcast cette semaine. Écoute, je me casse la tête. Je pense que je vais parler de Vivatech finalement. Bien vu, gros sujet à écouter dans mon carnet, évidemment. Et je te dis à la semaine prochaine, Bruno. Tu seras retourné dans tes pénates. Et, mais on se retrouvera, au continent. Comme d'habitude, pour le débrief transatlantique. Ciao, ciao. Everyone. Elon, oui. Un certain Elon Musk a fait parler de lui cette année encore à Vivatech. Alors d'abord avec un stand Tesla sur lequel les visiteurs se pressaient pour découvrir le fameux Cybertruck, cet étonnant véhicule énorme, hyper high-tech, avec un design anguleux, incroyable, mais qui ne sera pas commercialisé en France. Il y avait aussi une maquette du robot humanoïde Optimus de Tesla, une maquette non fonctionnelle, mais qui permettait quand même de se rendre compte de l'allure générale de ce robot humanoïde. Et puis surtout l'événement, c'est ce que vous venez d'entendre, l'intervention d'Elon Musk en visioconférence. L'an dernier, il était là physiquement, il avait fait un vrai tabac. Cette année, il était en visio, mais la salle était comble à nouveau, comme l'a fait remarquer le maître de cérémonie, Maurice Lévy de Publicis. Elon, we are in the room where you were last year. It is even more full than last year. Okay. And I apologize people for are being there in person, by the way. It's my son's graduation is tomorrow. Voilà, il n'avait pas pu venir à cause de la remise de diplôme de son fils. Un Elon Musk qui semblait un peu endormi, qui cherchait ses mots, comme d'habitude, mais un peu presque plus que d'habitude, qui a d'abord répondu aux questions très conciliantes de Maurice Lévy, et puis ensuite à celles de nombreuses personnes du public. Alors tous les sujets y sont passés, Neuralink, Tesla, SpaceX, évidemment. Bon, on n'a pas appris grand-chose de neuf sur ces différents sujets. L'occasion quand même pour Musk de réaffirmer ses positions sur différents thèmes, comme la nécessité, selon lui, d'aller créer une colonie sur Mars, l'importance de la transition vers l'énergie renouvelable, ou encore sa crainte d'une super intelligence artificielle mal encadrée, qui serait, selon lui, une des plus grandes menaces pour l'humanité. Et Elon Musk, qui est aussi très politique aujourd'hui, ne s'est pas privé au passage de tacler ChatGPT et Gemini de Google qu'il trouve trop woke, selon lui. Il l'a déjà dit plusieurs fois. Monde numérique, le meilleur de la tech. Allez, on reste à Vivatech, mais il est temps de passer aux interviews de la semaine. Il n'y avait pas qu'Elon Musk à Vivatech cette année, et heureusement,
il y avait aussi de l'IA, de la robotique, des nouveautés en matière de mobilité terrestre et aérienne, l'environnement ou encore la e-santé. Voilà donc les thèmes qui étaient à l'honneur cette année à Vivatech. Impossible de tout résumer, bien sûr. J'ai donc choisi de me concentrer sur 4 secteurs et 4 innovations qui m'ont semblé particulièrement intéressantes. On va parler d'abord de la mobilité aérienne avec le projet d'avion électrique léger du groupe Airbus, de la mobilité et de la e-santé avec un concept de cabinet médical connecté itinérant signé par le groupement d'entreprises françaises Software République. On va parler de robots de service pour l'industrie et la restauration et enfin d'un projet ambitieux de commun démocratique pour l'intelligence artificielle. Vous allez tout comprendre. Les interviews que vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique l'Hebdo Premium sur Apple Podcast. Sinon, retrouvez-les en épisodes séparés long format la semaine prochaine sur toutes les plateformes de podcast. Bonjour François Le Maréchal. Bonjour. De Urban Mobilité qui dépend d'Airbus. Exactement. C'est la première fois que Airbus est présent au salon Vivatech. Exactement. Vous présentez un appareil un peu particulier qui est un avion de petite taille électrique qui vole à l'horizontale et aussi à la verticale. Exactement. Ce véhicule-là, City Airbus NextGen, est un prototype, un pré-programme qu'on appelle ADAV en français, avion à décollage et atterrissage vertical, qui est en développement chez Airbus donc depuis quelques années maintenant et qui a ambition au final d'être commercialisé dans les prochaines années. Donc il ressemble à quoi ce véhicule ? Alors, si on devait le décrire Alors c'est un avion au final 100% électrique, piloté, donc nous aurons un passager, un pilote, 3 passagers et avec une configuration aile haute qui permettra au final des vols en milieu urbain. Donc c'est pas un drone ? C'est pas un drone en effet, ce qui sera piloté. Il sera piloté avec un seul pilote. Il aura une endurance de plus ou moins 80 km avec cette configuration 3 passagers. On étudie aussi les applications médicales, transport de médecins, transport d'organes, de poches de sang pour les milieux nécessaires. Il est entièrement électrique ? 100% électrique en effet. On utilise les dernières technologies du monde automobile, donc les dernières technologies sur les cellules pour vraiment mettre en vol cette machine. Est-ce que c'est vraiment réaliste un avion électrique ? C'est totalement réaliste. Du point de vue historique, au final, on voit énormément d'avancées dans le milieu de l'électrification, aussi bien batterie et moteur électrique. Et on a déjà fait voler chez Airbus 2 démonstrateurs en 2017 et 2019. Donc ça arrive maintenant. C'est vraiment réaliste. Et on voit aussi énormément de support des gouvernements et des régulateurs pour certifier et mettre en service ces machines-là. C'est vraiment des petits avions de ville, c'est ça ? Oui, en effet. Donc, alors, du point de vue cas d'application sur le court terme, dans les prochaines années, 80 km avec un besoin au final de s'intégrer dans un tissu urbain assez dense. Donc l'ambition, c'est via ces plateformes-là d'atterrir dans des milieux assez restreints, assez petits, donc sur des héliports, ce qui au final motive les applications urbaines. Ouais. Donc on n'aura pas besoin de runway ou de pistes d'atterrissage pour ces avions-là. Mais ce sont des avions qui décollent verticalement. En effet. Okay. Atterrissage vertical. Okay. Et donc par exemple, on peut voir potentiellement sur les applications en France, des applications type Charles de Gaulle, aéroport ici Moulineau. Ouais. On peut voir des applications autour de l'île de Ré. Concrètement, des applications où soit le tissu urbain est assez dense, donc pour éviter le trafic, ou au final la destination est, on va dire, très isolée, aussi bien zone montagneuse ou zone insulaire. Donc les îles, par exemple Bretagne, les côtes de Norvège pourraient potentiellement être des zones d'exploitation. Donc là, par exemple, on vous montre une simulation sur Osaka, parce que le Japon est le pays d'honneur cette année à Vivatech. Et donc là, c'est un cas d'application, au final, départ de l'aéroport d'Osaka et arrivée au centre-ville. Aussi bien arriver sur des buildings, vous pouvez voir ici un héliport au centre-ville d'Osaka. Au sommet d'un immeuble, c'est ça ? Exactement. Ou alors sur des zones plus ou moins touristiques, comme le château d'Osaka. Donc vraiment, l'ambition, c'est de pouvoir utiliser ces plateformes-là, cette nouvelle technologie qui est l'électrification, dans des cas, on va dire, très, très spécifiques. Il y a quoi ? Il y a 2 rotors, 3 Alors, on en a 8 rotors. 8 rotors, okay. Ce qui permet au final un niveau de sécurité le plus optimal. Pour chaque perte rotor, au final, on a une capacité de compenser le manque. C'est-à-dire que s'il y en a un qui tombe en panne, les autres sont censés pouvoir compenser, c'est ça l'idée ? Exactement ça. Ce qui permet au final de développer une machine, en tout cas c'est notre ADN chez Airbus,
d'avoir la machine la plus safe, la plus sûre possible. Mais où est-ce qu'on en est du développement de ces outils? Parce qu'on les attendait pour les Jeux Olympiques. Oui, après, on voit ce genre de choses, je dirais, presque tous les ans à Vivatech, enfin différentes formes. Et petit à petit, au final, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Et là, dans ce cas-là, c'est un oiseau qui va bientôt voler. Chez Airbus, nous avons développé notre premier prototype fin l'année dernière. Ouais. Nous avons déjà fait le Power On et nous allons commencer les phases de test cet été. D'accord, ça va démarrer concrètement. Les phases de test, exactement. Et après, nous allons travailler en Allemagne. C'est là où nous développons et designons le véhicule, avec énormément de composants qui sont français aussi. Airbus étant une entreprise européenne, 50% est ici fait en France, 50% est fait en Allemagne. Donc c'est vraiment aussi un porteur de l'idée européenne, ce projet. Pour vous, les petits avions électriques comme ça, c'est plus pour du service de type urgence et compagnie ou... On joue sur les deux tableaux chez Airbus, sur les deux cas d'usage. Un cas d'usage qui est transport de passagers type taxi. Type taxi, ouais. Le deuxième cas d'usage est vraiment le cas d'usage médical. On voit énormément de besoins et d'intérêt sur le transport, par exemple, de médecins en zone d'urgence pour pouvoir atteindre rapidement au final ces zones Bien sûr. à problème. Transport d'organes aussi et transport de poches de sang. Vraiment des applications médicales, c'est vraiment notre corps d'application. Merci beaucoup. Avec grand plaisir et avec plaisir. Et rendez-vous en quoi? En 2025 peut-être ou... Rendez-vous bientôt. Ouais, bientôt. Merci. Espérons. Bonjour Eric Fenton. Bonjour Jérôme. Directeur opérationnel de Software République, ce groupement de plein d'entreprises françaises de technologie, Renault, Dassault Systèmes, etc., Orange et compagnie. L'an dernier à Vivatech, vous présentiez une voiture, parce qu'il y a souvent des voitures à Vivatech. Cette année, c'est pas une voiture. Décrivez-nous ce véhicule un peu particulier qui est bourré de technologie que vous dévoilez à Vivatech. Oui, effectivement, en fait, si on reprend un pas de recul, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on parle souvent des services de mobilité qui sont finalement des moyens d'amener les gens dans certains services, dans des centres souvent denses des villes. Et cette fois-ci, on va inverser la proposition et s'intéresser à la manière dont on amène les services au plus proche des gens, dans des endroits où souvent ces services peuvent être amenés à manquer. Donc il y a plein d'exemples de services qu'on peut amener sur un véhicule qui, on va dire, ressemble à un véhicule utilitaire traditionnel sur la partie avant, et puis qui à l'arrière porte une sorte de capsule, ce qu'on appelle un pop-up, qui va pouvoir se détacher et venir se poser sur la place d'une ville ou sur un parking devant un supermarché, un EHPAD, et qui va offrir des services. Et là, on peut imaginer plein de types de services. Alors, on en a imaginé certains qu'on présente de manière virtuelle dans le cadre de Vivatech, comme des centres d'inclusion numérique qu'on a développés avec l'Agence nationale de cohésion des territoires, des sujets de réparation de micromobilité, donc des choses pour la vie pratique. Et puis celui qu'on illustre physiquement avec le magnifique objet bleu-vert que vous avez pu observer, c'est celui de la santé mobile, effectivement, où on vient montrer à quel point on peut amener une variété de services médicaux au plus proche des gens. Alors, concentrons-nous donc sur l'aspect médical, sur cette version médicale en fait du véhicule. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce véhicule? Je suis un patient, donc si j'ai bien compris, j'habite dans un territoire où il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux, pas beaucoup de médecins. Il y a ce véhicule qui vient de temps en temps et on a quel type d'examen, de soins, etc. Alors, effectivement, la première chose, c'est qu'on a deux types d'activités qu'on peut avoir. Ça peut être des activités de prévention, de diagnostic ou des activités de soins. Ce qui est intéressant, c'est qu'on mélange dans cet objet à la fois de la technologie et de l'humain. Donc il y a toujours quelqu'un qui est là pour opérer dans le pop-up. Et puis à distance, on peut avoir accès aux meilleurs spécialistes à travers de la téléconsultation 3D qui existe dans le pop-up. Et puis plein de systèmes de mesure. On en a 22 qui vont mesurer plein de choses différentes. On va mesurer votre rythme cardiaque ou votre rythme respiratoire, votre tension, sans même vous toucher, à travers des capteurs, des radars, des lidars qui sont développés par la start-up Norbert Health. On va avoir des tests d'urine simplifiés. On va avoir un procédé révolutionnaire des Silor pour tester la vue, y compris la vue de loin sans avoir du recul, puisque vous êtes à l'intérieur d'un camion. De la radiologie mobile de Thales. Voilà, plein de types d'expériences très différentes, mais qui sont toutes adaptées au fait que ça soit mobile, compact,
pour être dispensés n'importe où. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas des médecins forcément à bord à chaque fois, mais qu'il y ait quand même des infirmiers, C'est ça, c'est de démultiplier le spécialiste qui est rare, qui lui va rester de manière centralisée et être présent en téléconsultation et permettre de voir plusieurs patients en parallèle. Et puis dans l'objet, là on a des gens moins qualifiés mais de profession médicale. L'exemple qu'on connaît tous, ophtalmo-orthoptiste. Dans le pop-up, on aura plutôt l'orthoptiste et à distance, on aura l'ophtalmo. Ouais, c'est comme ça que j'ai pu faire la démo aussi, discuter avec un médecin qui entendait mon cœur à distance, qui avait l'image 3D d'un cœur pour m'expliquer effectivement sur un écran 3D ce qui peut se passer, etc., etc. Est-ce que les technologies qui sont à bord de ce véhicule sont des technologies qui existaient déjà, ou bien c'est des choses qui ont été développées spécialement ? Alors, c'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a une partie, on a à peu près 22 modes de captation de données de santé qui sont présentes. Dans ces 22, il y en a 12 qui sont des premières mondiales. Donc, à la fois, c'est une manière de mettre sur le marché des technologies nouvelles, et puis en même temps, il fallait compléter l'offre et on ne s'est pas privé d'utiliser des technologies performantes existantes. Donc, c'est un mélange des deux, mais il y a quand même 12 technologies que vous avez vu nulle part ailleurs pour l'instant. Ouais, alors du coup, ça fait beaucoup d'appareils dans ce petit camion. Quand on voit les difficultés qu'on peut avoir chez soi parfois avec une box et un téléviseur et qu'on s'en sort pas, est-ce qu'il n'y aura pas un risque, par exemple, l'appareil qui n'a pas été redémarré, il faut rebooter, la mise à jour du firmware n'a pas été faite. On ne va pas complexifier aussi un peu le travail des personnes qui sont là Je pense que cette notion d'outils numériques, elle existe aussi dans les cabinets médicaux. C'est pas complètement nouveau. Après, le niveau de complexité que vous avez aujourd'hui dans le concept, par définition, il est extrême puisqu'on a regroupé toutes les technologies. Dans la réalité, ce que je pense que aucun client n'assemblera les 22 sources de données. Ils vont se spécialiser. Si vous êtes dermato, vous faites une campagne de prévention de cancer du sein, vous allez mettre les outils du dermatologue. Si vous êtes en biologie médicale, vous allez mettre les... Voilà. Donc, je pense qu'au total, il y en aura beaucoup moins dans chaque objet que ce que vous avez vu aujourd'hui. Là, ce qu'on vous montre, c'est un peu le maximum des possibles. C'est la vitrine. Et vous utilisez aussi l'intelligence artificielle, je crois, notamment pour l'exploitation en fait, de ce type de véhicule. Oui, en fait, il y a l'intelligence artificielle, elle est un soutien, c'est un outil pour aider le soignant. Ça ne vient pas le remplacer, ça vient l'aider. Je vous donne un exemple qu'on développe beaucoup aussi avec WeThings, c'est cette notion de santé en continu. C'est-à-dire que vous n'allez pas juste avoir la photo de votre état le jour où vous êtes dans le pop-up pour faire votre examen. Vous allez pouvoir arriver dans le pop-up en ayant utilisé des outils de type ceux de WeThings à la maison, tensiomètre, balance connectée, etc. Vous allez alimenter le médecin avec plein de données. Il y a aussi les données qui sont dans mon espace santé, qui est le coffre-fort de santé numérique des Français. Et en fait, plutôt que le médecin, quand il commence la consultation, il est allé analyser chacune de vos données une par une, là, il y a une IA qui va traiter ces données et lui faire une synthèse comme point d'entrée dans la consultation. Ça, c'est un exemple très concret où l'IA vient bien aider le soignant à du coup utiliser un maximum de données. Voilà, ce véhicule qui s'appelle, rappelez-moi YouFirst Vision. YouFirst Vision. Donc on vous met au centre des services et le service vient à vous. Merci beaucoup Eric Fenton, directeur opérationnel de Software République. Merci à vous. Bonjour Jean-Marc Bollmann. Bonjour. Donc vous présidez la société Aldébaran qui est connue en France puisque c'était une création française, l'un des pionniers de la robotique, puis ensuite qui a été racheté par des Japonais et récemment racheté par le groupe United Robotics. Oui, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on est redevenu européen, ce qui est quand même plus intéressant pour nous en termes d'histoire. Ça nous permet d'être plutôt franco-allemand que franco-japonais. Et cela dit, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'Allemagne procède beaucoup dans la partie industrielle de la robotique. Et on tire aussi pas mal de connaissances de cette partie-là pour justement travailler beaucoup plus sur l'axe robotique de service. C'est quoi la robotique de service ? Les robots que vous présentez ici à Vivatech, on a l'impression qu'ils savent faire plein de choses assez différentes. Oui, c'est exact. Alors, donc là, en l'occurrence, c'est Plateau. Donc c'est l'origine en fait du développement de la robotique de service. Plateau, c'est son nom. Plateau, c'est son nom. Plateau, il peut servir à quoi ? Alors là, en l'occurrence, c'était précisément pour répondre à une tension rencontrée dans ce qu'on appelle l'hospitality, donc les hôtels, les restaurants.
où le travail qui consiste finalement à transmettre des repas ou ramener des repas justement en cuisine, ou des plateaux vides quand il s'agit d'hôtels, ça permet tout simplement de limiter en fait ces allers et retours et donc une pénibilité qui est quand même liée à ce travail-là et concentrer en fait l'individu sur sa tâche principale qui consiste à être vraiment au contact de son client. Il peut se déplacer entièrement seul ? Oui. Oui, la particularité de l'ensemble de ces robots en matière de déplacement, c'est qu'ils sont tous équipés de lidar 3D en ce qui concerne Ulink aussi, de telle manière à répondre déjà à toute la réglementation safety, toute la réglementation RGPD, etc. Donc on est vraiment en phase avec les réglementations européennes. Et par la même occasion, ça permet finalement un robot de service, c'est un robot qu'on doit utiliser dans un environnement humain. Et donc l'environnement humain, là en l'occurrence, c'est je dois pouvoir me balader comme je veux, à mon gré, au gré de la surface qui est autour de moi, mais en même temps en ayant finalement un robot qui va travailler en collaboration avec moi. Mais il a besoin de savoir comment se déplacer, de connaître déjà le chemin, etc. Alors, il y a effectivement la capacité d'éditer une cartographie. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. D'ailleurs, là, on peut voir, il est en train justement de dessiner justement la cartographie. Donc, on peut très clairement lui indiquer quels sont les endroits où on va vouloir le voir passer, le voir récupérer, récolter de la matière, par exemple, dans quelque configuration que ce soit, ou dans un autre domaine où on va utiliser une fonction qu'on appelle la fonction Follow Me, où je vais simplement demander au robot de me suivre et il va continuer sa course avec moi, tout en me suivant. C'est utilisé déjà dans des établissements ? Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs établissements qui, en ce qui concerne Plateau, il y a plusieurs établissements qui aujourd'hui l'utilisent, que ce soit, y compris d'ailleurs dans certains EHPAD, dans la partie hôtellerie évidemment, les grosses restaurations. Il y a évidemment un engouement qui est important parce que, encore une fois, ça permet de décharger une grosse partie d'un travail qui est plus chronophage qu'apporter une réelle valeur ajoutée dans le travail qui est effectué aujourd'hui. Combien ça coûte un robot comme ça, Jean-Marc Bollmann ? Bon, grosso modo, on va aller entre 18 000 et 20 000 euros à peu près. Je vous donne une grosse fourchette. Mais il y a un élément qui est important à retenir, c'est que vous avez à la fois la possibilité d'investir et donc de l'acheter, mais aussi la capacité de le louer. Il faut tenir compte du fait qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle technologie, au même titre qu'un copieur, qu'une imprimante, la plupart du temps, les entreprises les louent et ne les achètent pas. Et une des raisons principales, c'est que derrière, il y a tout un service et un écosystème qui se crée en termes de services et de support, de main-d'œuvre, de maintenance et de training qui est nécessaire dans certains cas. Et donc, ce qui me paraît assez intéressant, c'est de comprendre comment on peut réintégrer vraiment ce type de robot dans le monde d'aujourd'hui en matière de travail et d'implication du travail. Merci Jean-Marc Bollmann, directeur merci, Jérôme. Général de Aldébaran. Bonjour Axel Daucher. Bonjour. Vous êtes entrepreneur du numérique, multi-entrepreneur avec une longue carrière. Vous avez à un moment dirigé la plateforme Deezer. Vous avez dirigé le tout premier Vivatech. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une organisation qui s'appelle Make.org. De quoi s'agit-il exactement ? Alors Make.org, ça a été fondé il y a maintenant 8 ans avec Alicia Combaz. Et le principe, c'est d'utiliser la technologie pour réengager très massivement les citoyens dans l'action publique. Donc on a développé plein d'outils pour faire collaborer des millions de personnes avec des pouvoirs publics. On fait ça pour l'ONU, pour les institutions européennes, la France, l'Allemagne, les gouvernements américains, des villes, des régions. Et ça change la donne parce que ça permet une réappropriation de nos institutions et un réengagement des citoyens dans la démocratie. Et donc l'une des réalisations qui est annoncée ici à l'occasion de Vivatech 2024, c'est une initiative qui s'appelle les communs démocratiques. Ah oui, c'est très très important. Ça a été annoncé à l'Élysée en début de semaine. On a construit avec le CNRS, Sciences Po et la Sorbonne un programme de recherche absolument inédit de 50 chercheurs pendant 2 ans, dont le rôle précis est de construire une IA qui est compatible pour un usage démocratique. Demain, vous voulez co-construire une loi, vous voulez engager des citoyens. Comment ne pas apporter dans la démocratie
des biais de l'IA. Est-ce que l'IA a une opinion? Est-ce que l'IA représente toutes les catégories? Et ça va être ça le travail de recherche pendant 2 ans. C'est devenu le premier programme mondial sur le sujet. Les universités américaines nous rejoignent maintenant dans ce projet-là. Donc pour la première fois, la France a créé un chemin qui est peut-être le chemin le plus important. C'est le leadership sur finalement comment la démocratie va se nourrir de l'IA et pas être perturbée par l'IA. Est-ce que c'est pas un peu utopique? Est-ce que vous espérez que véritablement ces outils-là soient adoptés, soient préconisés? Moi, je sens une exigence sur l'IA éthique partout. L'IA va s'immiscer dans tous les processus publics et les États sont beaucoup plus rapidement conscients des risques que ce qu'ils ont eu à l'arrivée des réseaux sociaux. Donc oui, la demande pour avoir des solutions qui ne soient pas biaisées va exploser complètement. Le parti pris, et c'est la chance d'avoir été financé par la BPI et France 2030, le parti pris, c'est d'en faire un commun numérique, c'est-à-dire d'en faire des outils qui seront accessibles gratuitement à tous, et c'est en ça que ça va revenir vertueux pour le marché. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Quel risque de biais, quel type de biais vous espérez corriger? Alors, les biais connus, c'est le biais d'opinion, évidemment. Est-ce que ChatGPT est de gauche, de droite? Compliqué, le biais d'opinion, parce qu'entre gauche, droite française, libéral, social-démocrate allemand, républicain, démocrate aux États-Unis, c'est très compliqué. Mais il est connu, celui-là. Le biais de représentation, vous dites docteur, vous avez que des hommes blancs de plus de 50 ans. Celui-là aussi commence à être documenté. Mais il y en a d'autres qui nous plaisent pas mal, on va tous les traiter. Par exemple, le biais de majorité ou de pluralisme. Quand vous faites une synthèse d'un énorme corpus, quelle place vous donnez aux idées majoritaires et aux idées minoritaires? C'est un acte politique majeur. Et aujourd'hui, il n'y a pas de principe établi. Et donc c'est là où le travail va nous permettre de commencer à poser les bases de ce qu'on appelle la démocratie dans des cas qui n'existaient pas du temps de Tocqueville. Axel Daucher, autre initiative que vous lancez, ici à l'occasion de Vivatech 2024, c'est un moteur de recherche pour explorer toute la richesse de contenu qui est produite ici par les intervenants, les speakers, tous ceux qui prennent la parole. C'est un chatbot conversationnel dédié à Vivatech. Alors là, c'est vraiment une première mondiale. Il n'y a aucun grand salon qui a fait ça. C'est une initiative qu'on a montée avec les Échos, avec Vivatech et avec Magic Lamp. Et le principe, c'est de prendre toutes les conférences, tous les flux vidéo des conférences et d'en faire, de mettre une intelligence artificielle qui va uniquement regarder ce qui s'est dit dans les conférences. Alors du coup, c'est magique, parce qu'on peut dire, mais qu'est-ce qu'a dit Yann Lequin? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la health tech? Comment évolue le métier du CMO? Est-ce qu'il y a eu des innovations qui concernent l'environnement? En fait, dans un salon comme ça, il y a des speakers exceptionnels, des conférences de très haut niveau. Malheureusement, il n'y a que peu de personnes qui ont le temps et l'occasion de pouvoir y accéder. Et là, pour la première fois, on rend ces contenus hyper accessibles. Et c'est une révolution. C'est une révolution dans le rapport entre le contenu et l'usage. Il ne suffit pas d'avoir 3 heures. En 2 minutes, on peut déjà être partie prenante d'une conférence. Donc ce moteur de recherche, ce chatbot moteur de recherche, il s'appelle comment et on le trouve où? Alors en fait, l'initiative globale s'appelle Vivatech AI Report sur vt.report.make.org et ça contient à la fois le panoramique, ce qu'on vient de dire, cet outil absolument incroyable. Ça contient ce que les Échos en font, parce que les Échos, du coup, inventent un journalisme qui va se nourrir de ces initiatives. Et ça contient aussi un truc absolument fabuleux que fait Magic Lamp. C'est une sorte de démonstration de tout ce qu'on peut faire avec l'IA sur les conférences, et ça vaut vraiment le détour. Donc vraiment, allez voir, c'est vraiment le Vivatech AI Report, c'est une révolution mondiale. Merci beaucoup, Axel Daucher, make.org. Merci beaucoup. Voilà pour cette immersion au cœur du salon Vivatech édition 2024. Alors, si vous en voulez plus, et bien surtout, je renvoie à l'écoute non seulement des versions longues des interviews, mais aussi au grand débrief enregistré avec mes camarades Bruno Guglielminetti et François Sorel, où on passe tout en revue et on vous explique encore plus de choses sur cet événement et puis aussi sur l'actualité tech du mois écoulé. L'hebdo n'est pas terminé, on va revenir à une rubrique mensuelle, habituelle. C'est le podcast partenaire de Monde Numérique Futur Hebdo avec le prospectiviste Olivier Parent, consacré à la lecture technologique des films de science-fiction et qui nous parle d'un film dont on a beaucoup cité le titre ces derniers temps. Il s'agit du film Her.
Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec Monde Numérique et InCyberNews, le média de la confiance numérique. Her, ou un huis clos d'anticipation qui dissèque les relations d'un couple hybride. Le film Her est le seul film de science-fiction du réalisateur Spike Jonze, mais à bien y réfléchir, est-ce vraiment de l'anticipation ? Ne serait-ce pas plutôt un film de romance, ou bien une psychanalyse à deux, à moins que ce ne soit un tête-à-tête qui nous entraîne dans les arcanes des relations d'un couple qui réunit un humain et une machine. Her est pourtant bien un film de science-fiction. Sorti en 2013, il est à revoir à la lumière de l'année qui vient de s'écouler, durant laquelle les algorithmes génératifs ont émergé dans notre quotidien. Her est à revoir car à plus d'un titre, c'est un film remarquable. Il faut donc s'attacher aux trajectoires des deux personnages principaux du film. Theodore Tombly, interprété par Joaquin Phoenix, et Samantha, l'intelligence artificielle, à qui Scarlett Johansson prête sa voix. Dotée d'une interface vocale particulièrement efficace, Samantha, une fois qu'elle est lancée, ne tardera pas à prendre en main les aspects numériques de la vie de Theodore. Her devient une allégorie de nos rapports contemporains et quotidiens avec nos objets connectés, nos smartphones, dans leur forme actuelle ou celle de leurs futurs avatars. Tout au long du film, Theodore ne semble rencontrer que des îlots d'individualité qui s'avèrent avoir le plus grand mal à entrer en relation avec les autres. L'outil numérique, dopé à la testostérone de la soi-disant intelligence artificielle, semble entretenir l'isolement de chacun à l'égard des autres êtres humains. Dans Her, comme aujourd'hui, les humains usagers des outils numériques semblent accepter d'être enfermés dans le déterminisme des algorithmes. En effet, ceux-ci entretiennent des satisfactions en stimulant les boucles de la récompense, procédé naturel qu'en marketing digital on appelle la captologie. On semble alors assister à une évolution de l'archipélisation des territoires et des sociétés humaines contemporaines vers une archipélisation poussée à son paroxysme qui irait jusqu'à l'échelle des individus. Alors, l'IA serait-elle nocive à l'humanité ? Chez les Grecs anciens, le pharmakon désignait aussi bien un poison, son remède et le bouc émissaire qu'on immolait en expiation des fautes des autres. Il est étonnant de voir comment cette notion de pharmakon semble parfaitement s'appliquer à l'IA. Dans ses formes actuelles comme dans celles futures, elle est capable du pire, poison de nos usages compulsifs et paresseux, comme du meilleur. Ce n'est pas Anne, cette américaine victime il y a 5 ans d'un locked-in syndrome, qui dira le contraire. Grâce à une IA qui interprète son activité cérébrale, elle peut à nouveau parler à son entourage. Alors, ne devrions-nous pas être attentifs à ne pas faire de l'IA un pharmacon moderne, à ne pas en faire le bouc émissaire de nos propres comportements pas toujours raisonnables ? Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste. Retrouvez la version intégrale de cet épisode en vous abonnant au podcast Écho du futur sur la plateforme de votre choix. C'est la fin de cet épisode de l'hebdo du 25 mai 2024. J'étais ravi de passer ce moment avec vous, comme d'habitude, vraiment, et de vous avoir concocté avec amour cet épisode spécial Vivatech. N'hésitez pas à laisser un commentaire, des petites étoiles à propos de ce podcast sur votre plateforme d'écoute. Réagissez également sur le site mondenumérique.info. En dessous de chaque épisode, il y a un espace où vous pouvez laisser des commentaires. Et puis sinon, bien sûr, vous savez où me trouver sur les réseaux sociaux, notamment sur X. On ne se refait pas. Ne ratez pas ce dimanche le grand débrief de Monde Numérique avec François Sorel et Bruno Guglielminetti. Un épisode spécial enregistré au salon Vivatech, disponible en audio et puis aussi en vidéo sur la chaîne YouTube.
N'oubliez pas non plus le sondage de Monde Numérique. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de choses. C'est très important ce sondage. Merci beaucoup à ceux qui m'ont déjà envoyé leurs réponses. J'ai reçu plein de réponses et ça permet vraiment de savoir ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse moins. Aussi, n'hésitez pas à dire vraiment tout ce que vous pensez de ce podcast et ça permet d'affiner le tir et on essaiera d'encore s'améliorer encore plus pour la 4e année de Monde Numérique qui va bientôt commencer. Voilà, je vous retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode de l'Hebdo. D'ici là, passez une très bonne semaine pleine de tech. Salut.